Hugues. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la profondeur dans une image. Pendant très longtemps, un beau dessin ou une belle sculpture étaient jugés comme tels dans leur capacité à imiter le réel. C'est nul! Cette capacité à copier la réalité a lentement évolué au fil des siècles et des règles d'imitation ont été établies par les artistes. La profondeur dans la représentation est l'un de ces principes. Mais laisse-moi d'abord appeler mon fidèle assistant. Attends, c'est moi que t'es en train de siffler? Bah oui, pourquoi? T'es mon assistant, non? Alors tu te sais et tu fais ce que je dis. Non. Ah, et si je te donne un biscuit? Bon, vas-y, explique-moi ce qu'il faut faire. Ah, tu vois quand tu veux. Bon, tu vas dessiner simplement une paume. Une pomme. Ok. A few moments later. Et voilà, une pomme. T'es content? Bah, il manque un morceau là. Bah, dessiner des fruits, ça donne faim. Il est content. Il a fait ça de l'acte de nerf, il est content. On remarque ici que ce dessin, malgré le soin dans la représentation, est tout de même très plat. Ce n'est pas très réaliste. Eh ben, si c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Mais non, c'est pas ça. Je dis juste que ton dessin manque de relief. Ce fut d'ailleurs, pendant très longtemps, un problème marquant pour les artistes. Comment représenter la troisième dimension sur un plan en 2 dimensions? Il faudra attendre la Renaissance pour que soient développés les principaux préceptes de la perspective. La perspective, procédé technique par lequel un artiste représente un volume sur une surface plate en utilisant des indices de profondeur. Meep, meep. Meep, meep. Meep, meep. Léon Battista Alberti, écrivain, peintre, architecte florentin, fut le premier à théoriser la perspective dans un traité De Pictura. Avec lui naissent les fondements de la perspective centrale, ou perspective albertienne. Les artistes avaient désormais un support sur lequel s'appuyer pour dépeindre avec plus de précision et de réalisme des scènes qui étaient jusque-là très thématiques, voire symboliques. Ici, Jésus, censé être les pieds dans les eaux du Jourdain, semble plutôt prendre sa douce avec ce fleuve à la verticale. Palmolive Tahiti. Les approximations et raccourcis que l'on peut observer dans les arts du Moyen-Âge vont faire place à la Renaissance à des œuvres creusant l'espace. Construit avec une précision mathématique, le tableau devient, pour reprendre les termes d'Alberti, une fenêtre ouverte sur le monde. La perspective permet de créer une profondeur par un jeu d'illusion d'optique. Les lignes, convergeant vers un point de fuite central, dirigent notre regard et donnent l'impression de pouvoir s'étendre à l'infini. Mais ces mêmes lignes participent également à la composition de l'œuvre et focalisent notre attention sur le sujet principal de la scène. Ici, par exemple, l'artiste Raphaël fait rejoindre les différentes lignes du décor vers un point central, situé au niveau des 2 figures principales du tableau. Approchez, approchez, venez plus près. Trop près, un peu trop près. C'est de Vinci. Coucou. C'est pareil avec la scène, où toutes les lignes convergent vers Jésus comme s'il avait une cible sur la tronche. Maintenant que nous connaissons la théorie, voyons ensemble comment l'utiliser. Assistant? Si tu me siffles encore... Bon, on n'a pas beaucoup de temps, alors au boulot. 2 secondes. Avec ce petit tuto, nous allons dessiner un cube en perspective.
Ça, c'est facile. Certes, mais là, ce n'est pas de la perspective linéaire, mais de la perspective cavalière. Quelle différence? La perspective cavalière permet de représenter un volume en 3 dimensions, sans pour autant créer de la profondeur. Cette perspective est par ailleurs utilisée en design ou en architecture, mais assez rarement en art. Les artistes japonais en feront néanmoins usage dans leurs estampes. Mais revenons à notre perspective linéaire. Pour tracer ce cube selon la méthode d'Alberti, il faut avant tout diviser notre feuille en deux, avec la ligne d'horizon. Comme son nom l'indique, cette ligne représente l'horizon, c'est-à-dire la limite imaginaire entre le ciel et la terre. Ensuite, plaçons un repère, appelé le point de fuite, au centre de cette ligne. Pile au milieu. Le point de fuite correspond à l'endroit où vont se rejoindre les lignes de notre perspective. Maintenant que nous avons ces deux repères, trace un carré. Ensuite, à partir des 3 coins de ce carré, trace des lignes qui se prolongent jusqu'au point de fuite. Le cube étant relié au point de fuite, on a l'impression qu'il s'étire à l'infini, aspiré par le point central. Avant qu'il ne se fasse complètement aspirer, il faut couper ces lignes. Trace donc 2 parallèles aux 2 côtés du cube afin de le fermer. Ici, il ne reste plus qu'à supprimer les lignes de construction. Notre cube est tracé. Wow. Bien sûr, il ne s'agit que d'un modeste cube dans un paysage vide. Mais tu peux ajouter un toit à ce cube et le transformer en maison par exemple. C'est nul! Bon, arrêtons-nous ici pour cette première initiation à la perspective. La prochaine fois, nous verrons comment donner du réalisme à un dessin et construire un paysage en perspective. On le dit ensemble? Ok, alors, à bientôt les curieux. curieux. T'étais un peu en retard, non? Je vois pas de quoi tu parles, c'est toi qui étais en retard.